Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Je suis ravie d'être ici pour cette conférence sur les femmes parfumeurs. Il y a longtemps, il y a toujours eu des femmes dans les laboratoires de parfumeurs. Certaines ont su y faire leur place et même avoir un bureau après. Je vous propose d'évoquer ensemble les pionnières et les suivantes. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. Alors, nous allons, durant toute cette conférence, sentir des parfums, mais nous allons commencer avec une base, parce que la première femme vraiment parfumeur est Madame Delair. Madame Delair a créé des bases de parfumerie. Alors, je vais, pour elle et comme pour toutes les autres, vous raconter un petit peu comment elles sont arrivées à la parfumerie. Madame Delair épouse donc Edgar Delair en 1891 et elle est issue d'une grande famille bourgeoise et dans ce milieu, les femmes ne travaillaient pas. Pourtant, la Première Guerre mondiale va changer la donne. Les hommes sont mobilisés et le mari de Madame Delair lui demande de partager les formules qui se trouvent dans son usine à Issy-les-Moulineaux. Partager les formules, cela veut dire découper la formule en 3 parts égales de façon à ce que personne dans l'atelier ait la formule entière. C'était la seule méthode que l'on avait pour protéger les formules. Et donc, elle se rendait tous les matins à l'usine d'Issy-les-Moulineaux. Elle n'y connaissait rien en parfumerie et pourtant, elle se prend goût. Elle prend goût à toutes ces matières premières et vraiment, elle se prend de passion pour la création. Et à son tour, elle va se mettre à créer des bases de parfumerie. Alors, il faut dire qu'en parfumerie, les bases sont un peu l'assemblage primaire dans un parfum. Beaucoup de sociétés de chimie mettaient au point des molécules que les parfumeurs à l'époque ne pouvaient pas utiliser telles quelles. Ça marche le micro ? Ne pouvaient pas utiliser et donc on faisait des bases, une sorte de sous-parfum qui permettait de présenter la fameuse molécule. Je vais donc vous faire sentir une des plus importantes que Madame Delair a créée qui s'appelle la mousse de Saxe. Vous voulez bien les... Vous comptez 4. J'ai trouvé des jeunes. Merci. J'ai engagé mes étudiants. Parce que sinon, j'ai demandé à mes étudiants de le faire. Alors, Madame Delair était une femme très sensible et de bon goût. Et elle a créé donc beaucoup de bases. À la fin de la guerre, les hommes sont rentrés, mais Madame Delair continua pendant au moins 10 ans à venir à l'usine pour composer ses bases. Elle ne venait que le matin et ne sentait jamais sur place. Elle demandait qu'on lui trempe une mouillette et qu'on la lui mette dans une enveloppe. À charge à elle de la sentir tranquille chez elle. Quand je découvris cette anecdote, je pensais tout de suite à Edmond Roudniczka qui faisait la même chose. Et ça n'est pas un hasard, car Edmond Roudniczka commença sa carrière chez Delair et il n'est pas impossible que ce soit Madame Delair qui l'ait formée. La légendaire donc, mousse de Saxe est écrite autour d'une molécule à note cuivrée qui s'appelle l'isobutylquinoléine, qui était à l'époque inutilisable par les parfumeurs tant elle était puissante, verte, cuirée, voire iodée. Et pour illustrer cette base, je vais vous proposer non pas un parfum de Madame Delair, mais un parfum qui l'évoque, qui en contient, et c'est peut-être le premier parfum qui en contient. Nuit de Noël de Caron. On va se faire aider. Hein. Et sinon...
Avec les étudiants, ça va aller vite. Alors, le Fonds de nuit Noël est un des plus importants des années 20. On le retrouve dans Abanita, dans Bois des Îles, peut-être aussi dans Madame Rochas et Calèche qui ont été créés plus tard. Pour Nuit de Noël, il n'y a évidemment pas que de la mousse de Saxe, il y a des absolus roses, tubéreuses et autres essences d'ylang qui lui apportent une facette florale. Voilà pour Madame Delair qui, à mon sens, c'est ça. Ensuite, nous allons parler des parfums Lanvin. Alors Jeanne Lanvin, évidemment, n'était pas parfumeur, on n'est pas couturier et parfumeur, et elle ouvre une maison de couture en 1900 et dans les années 20 décide de se lancer dans la parfumerie. En 1923, elle embauche une certaine Madame Z-E-D, une Russe chassée de son pays par la Révolution d'octobre. C'est une période assez confuse dans l'histoire de la parfumerie chez Lanvin, mais on sait que celle-ci, cette Madame Z, compose ou participe à de nombreux parfums de cette maison Lanvin qui sont oubliés de nos jours. Par exemple, Irisé, un accord d'iris et de violette que Jeanne Lanvin porta toute sa vie. Nif-Navle, qui est un anagramme de la marque Lanvin. On peut citer aussi Cara du Janhomme, Le Sillon, La Dogaresse, ou Fleury l'Oranger, etc. Il y a eu pas moins d'une dizaine de parfums qui ont été créés en toute petite quantité par cette fameuse Madame Z. Elle créa en 1925 surtout Mon Péché, un bouquet de fleurs capiteuses qui prendra le nom de Maïsine et qui remporte un très grand succès aux États-Unis. Alors nous avons le Maïsine. Dont on voit le flacon ici, et c'est celui que l'on retient comme création de Madame Z. Dans son lancement en 1925, Mon Péché, alors pas encore Maïsine, était présenté dans ce flacon rectangulaire, et c'est seulement au lancement d'Arpège en 1927 que le flacon sera la célèbre boule noire comme l'ensemble des parfums Lanvin. Pour finir avec cette maison, Paul Vacher et son assistant André Fraisse deviendront les parfumeurs de la maison Lanvin avec tous les succès qu'on leur connaît. Germaine Cellier. Pour tout passionné d'histoire de la parfumerie, Germaine Cellier n'est pas une inconnue. C'est à l'évidence la pionnière, mais pas seulement parce qu'elle était une femme. On découvrira dans ses créations l'intuition et l'originalité dont elle fit preuve. Pierre Dinant, designer très célèbre, qu'il a connu dans les années 60 lorsqu'ils travaillaient ensemble pour Balmain, m'a dit « Elle était mal embouchée et très élégante entre Arletty et Coco Chanel ». Les photos que nous voyons maintenant sont tirées de l'album de sa nièce et il y a eu, si cela vous intéresse, un article très intéressant dans le Vanity Fair de juillet 2014. Germaine Cellier est née à Bordeaux en 1909. Elle fait des études de chimie à Paris et entre chez Roure Bertrand Dupont. Une partie de son travail consiste au classement des fractions de distillation des produits de synthèse. Donc c'est vraiment une chimiste. Elle intègre en 1943 Colgate-Palmolive pour travailler sur la parfumerie de savon, mais n'y reste que 3 mois et revient chez Roure Bertrand Dupont pour se consacrer à la création. Janine Mongin, qui a écrit une très très belle conférence sur Germaine Cellier, dit
ouvrons les guillemets, Germaine Cellier compose en parfumerie sans contrainte, sans préjugés, avec génie, à la façon d'un peintre. Sa palette est l'armoire à produits. Elle associe les odeurs comme les couleurs. Ses créations sont hardies, carrées, un peu brutes. Elle transpose le fauvisme et l'abstrait en parfumerie, ce qui est très nouveau. Elle crée en dissonance. Ses formules sont courtes, là aussi c'est nouveau, très concises. Pour elle, la parfumerie est un don, elle n'a pas de règles, elle ne s'apprend pas. Et cette théorie est cause de divergence avec Jean Carle, très impliqué dans une méthode d'apprentissage de la parfumerie que beaucoup d'apprentis parfumeurs ont dû étudier. Nous allons sentir, pour évoquer Germaine Cellier. Ah, je n'ai pas le bandit. Bon, mais ça ne fait rien. Il est peut-être là-bas. Non, on ne l'a pas là-bas. Alors, ça ne fait rien. On va évoquer, j'ai inversé mes visuels. Je voulais vous parler du bandit, mais nous allons sentir le fracas. Et je n'ai pas de visuel, mais je peux vous parler du fracas. Le fracas est le premier soliflore des tubéreuses de l'histoire de la parfumerie, un des premiers en tout cas. Elle a utilisé cette fleur au maximum. Il faut dire que la tubéreuse était, jusqu'aux années 20, utilisée essentiellement en pommade. Et c'est elle, une des premières à l'avoir utilisée en absolu, ce qui est complètement différent. Pour évoquer Germaine Cellier, donc j'ai choisi Fracas. Je voulais vous montrer Bandit, nous ne l'avons pas. J'aurais dû vous parler aussi de Vent Vert. Vent Vert est très important dans sa création. Alors Bandit, tout à l'heure, on a vu la mousse de Saxe avec l'isobutylquinoléine. Eh bien, dans le Bandit, elle est la première à avoir utilisé l'isobutylquinoléine toute seule, sans avoir eu besoin de l'utiliser habillée dans une base. Vent Vert, premier travail fleuri vert, très important, avec le galbanum en overdose. On a plus de 8% d'essence de galbanum, ce qui est quand même très difficilement imaginable de nos jours. Le fracas, évidemment, c'est le premier soliflore tubéreuse et qui sera suivi par de nombreuses tubéreuses comme le Chloé par Karl Lagerfeld en 1975, Poison en 1985, etc., etc. Joséphine Catapano, si vous êtes venu en 2012 au Salon Aix-en, il y a Michael Edwards qui avait fait une très belle conférence sur Guy Robert et Joséphine Catapano. Joséphine était née en 1918, elle est décédée en 2012 et elle a fait toute sa carrière chez IFF à New York. Elle est l'auteure de You've Due, d'Estée Lauder, que nous allons sentir. Vous le faites ? De Fidji, que nous sentirons aussi, du premier parfum de Shiseido, Zen, et d'un parfum de Norel. Elle étudie au Hampton College, puis devient, dans les années 40, infirmière. Elle rentre chez IFF comme laborantine au début des années 60, devient assistante parfumeur, et il fera toute sa carrière. Nous en parlerons un peu plus lorsque nous évoquerons Sophia Grossman également. Là, nous sentons, nous sentons le You've Due. Donc, un des parfums les plus importants de Joséphine Catapano est le You've Due, parfumerie américaine. You've Due a été lancé en 1953 et c'est le premier parfum américain à traverser l'Atlantique et à trouver une place sur le marché européen. Il fut d'abord lancé sous forme d'huile parce que Estée Lauder savait
que le parfum était un cadeau que les hommes offraient aux femmes américaines, mais que les femmes ne s'achetaient pas. Et donc, elle a eu l'idée géniale de le proposer sous forme d'huile, ce qui permettait aux femmes de se l'offrir sans complexe. Après, elle le mettra très vite sur alcool. Olfactivement, il était très novateur, car 30 ans après Shalimar et 20 ans avant Opium, il remettait au goût du jour la famille des orientaux épicés. Et à propos d'Opium, on peut évidemment raconter l'anecdote qui dit que lorsque Opium est sorti en 1977, Estée Lauder était folle de rage. Pour elle, c'était une copie de son You've You. Et très vite, en moins d'1 an, elle va lancer Cinnabar, qui, lui, est un parfum extrêmement proche de Opium. Si vous voulez, nous avons Cinnabar à l'Osmothèque. On va citer aussi le Fiji. On va sentir. On a le Bandit. On l'a retrouvé. Tant pis, vous viendrez le sentir sur le stand de l'Osmothèque, le Bandit. C'est pas grave. Alors, Fiji, Guy Laroche. Alors, Guy Laroche est une marque de couture parisienne qui a été ouverte dans les années 60. Et quelques temps après, on proposa à Robert Salmon, directeur marketing chez Lancôme, de lancer un parfum pour ce couturier. Sauf que la maison Laroche n'avait encore pas assez de notoriété et il n'était pas question de lancer un Laroche pour dame ou Madame Laroche. Cela n'aurait pas été assez porteur. Et donc, on a cherché un concept marketing. Nous sommes au début des années 60. On découvre les vacances au loin, les lieux paradisiaques. C'est l'époque des premiers clubs méditerranéens, ces centres de vacances luxueux. Et c'est sur cette idée qu'on a décidé de travailler et de créer Fiji. Donc en 1966, on aura Fiji, dont la phrase est restée célèbre. Fiji est la femme est une île, Fiji est son parfum. Alors Michael Edwards, dans son livre, dit que pour ce projet, d'abord, un travail d'Edmond Rudniska avait été retenu. Il avait même été fabriqué et présenté à quelques distributeurs. Mais la fragrance était peut-être un peu trop fraîche, voire agressive pour ce concept de vacances, et elle fut retirée et on la retravailla. IFF des États-Unis fut briefé, et Joséphine Catapano s'inspira de l'air du temps et lui adjoint une facette verte et surtout un fond boisé. Elle expliquait qu'à cette époque, IFF avait mis au point une nouvelle génération d'ionone qu'elle utilisa pour renforcer la note florale par cette note boisée. Très important, le Fiji, il existe encore. La photo n'est pas de très très bonne qualité, je suis désolée, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour vous parler de Jacqueline Couturier. Elle est née en 1922, elle est encore en vie à plus de 90 ans. Et j'ai une amie journaliste qui a eu la chance de la rencontrer et elle m'a rapporté pas mal d'anecdotes. Jacqueline Couturier s'appelait Jacqueline Kep. Elle était une jeune fille grassoise et elle fait un stage chez Roux Bertrand Dupont où son père était expert comptable. Les chiffres ne lui plaisaient pas trop et c'est Jean-Carl qui décide de l'occuper en lui apprenant les bases de la parfumerie. C'est ainsi qu'elle devint parfumeur. Après sa formation grassoise, elle vient travailler à Paris dans les bureaux parisiens de Roux. Elle est contemporaine de Germaine Cellier. Elle rencontre alors son futur mari, Jean Couturier, alors représentant en dentelle de Calais. Mais il avait un sens des affaires qui fit qu'il fut repéré très vite par Louis Amick,
directeur alors des établissements Roure-Bertrand-Dupont. Jean Couturier devient alors directeur des parfums Balmain, puis chez Charles Wolveritz, qui avait la licence des parfums Yves Saint-Laurent, et c'est Jean Couturier qui lança le premier parfum Y. En 1972, il crée les parfums Couturier, et c'est son épouse, Jacqueline Couturier, qui s'occupera de la création. C'est bon, coriandre. Alors, évidemment, il faut sentir coriandre de Jean Couturier, créé par Jacqueline Couturier en 1973. C'est un chypre floral à l'origine de beaucoup de chypres des années 80. Et Jacqueline Couturier disait à Laurence Ferrat, « Pour cela, je me suis inspirée du parfum de ma mère que j'adorais, Choquine de Schiaparelli. Je trouvais le patchouli enivrant. Je l'ai marié à ce que je trouvais de plus beau et de plus cher à l'époque, de l'absolu rose de mai, du jasmin de Grasse et aussi de l'huile essentielle de rose de très belle qualité. Cela a donné un chypre floral. » Là, elle raconte, nous avons redemandé à Jacqueline Couturier pourquoi ce parfum avait pris ce nom coriandre et elle répondait on ne trouvait pas de nom qui nous plaisait et qui ne soit déjà déposé. Après des journées de recherche, nous avons eu l'idée de regarder la liste des ingrédients pour s'en inspirer. Il y avait de la coriandre, très peu, mais il y en avait. Le nom n'était pas pris et nous plaisait, et c'est comme ça que nous avons choisi le nom de coriandre. Maintenant, dans tous les laboratoires de parfumerie, quand on parle d'un chypre floral, souvent on parle d'un coriandre. Jacqueline Couturier a créé aussi le Yves Saint-Laurent pour hommes, le Monsieur Couturier, etc., etc. Celui-ci est encore très beau, pourvu qu'il le reste. Nous allons parler maintenant de Madame Mongin, Jeannine Mongin, qui est ici en photo avec les osmothécaires, puisqu'elle est largement associée à l'histoire de l'osmothèque. Alors, plutôt que de vous la décrire avec mes mots, j'ai retrouvé une présentation de Jacqueline Mongin qui date de 1977 et qui émane de Madame Papa Constantin. Alors, Madame Papa Constantin était la directrice technique de la cosmétique chez les Rochas et elle participait à l'Académie d'osmologie. Alors, l'Académie d'osmologie, c'était un peu comme notre Société française des parfumeurs et cette académie organisait des conférences. Et en 1977, Jeannine Mongin est venue faire une conférence sur Germaine Cellier. Et donc, je vous lis quelques paragraphes de cette présentation, parce qu'il y a un lien avec les femmes. Et donc, cette Madame Constantin dit « Depuis que le destin a voulu que je côtoie la parfumerie, j'avais cru comprendre que pour devenir parfumeur, il fallait être né à Grasse, être si possible d'une famille de parfumeurs, dans laquelle, depuis la plus tendre enfance, l'éducation comprenait d'une façon concrète l'histoire des absolus de la région, et de plus, une qualité non sans importance, être un homme. » Que dire alors de Madame Jeannine Mongin, qui paraît au premier abord avoir échappé à toutes ces règles. Née à Paris, elle commence sa vie professionnelle dans l'administration. Rebutée par la bureaucratie et le travail de routine, elle abandonne très vite pour entrer, grâce à quelques relations de la famille, chez Lubin, où elle a la chance d'être initiée à la parfumerie par M. Henri Giboulet. M. Giboulet a certainement su reconnaître dans la jeune Jeannine des qualités d'esprit et de goût qui l'ont poussée à lui enseigner ce métier qui est devenu pour elle une profession. Après un bref passage chez Sinarome, dont elle garde un reconnaissant souvenir à M. Hubert Fraisse, elle entre chez Lantérique, encore des marques classiques, ce qui lui a permis de se heurter, le mot est faible, à toutes les facettes de la profession, tant sur le plan technique qu'administratif. En 1959, Madame Mongin entre chez IFF
en tant que collaboratrice de M. Renaud Sénèque, avec qui elle crée un service d'évaluation des parfums. Cette tâche accomplie, elle commence enfin à collaborer à la création de parfums et travaille avec Guy Robert, que vous connaissez. En 1965, elle devient parfumeur et crée, entre autres réalisations, le premier parfum de Léonard, Fashion. Elle collabore à la ligne exécutive des parfums de IFF. De 1972 à 1976, elle travaille comme chef parfumeur chez Nardenne. Et à partir de 1976, elle rejoint la société Givaudan. En lui demandant comment pouvait-elle expliquer sa brillante carrière, elle a répondu avec le sourire « C'est grâce à ces grands parfumeurs que j'ai eu la chance d'avoir comme maître, qui m'ont compris, encouragé et guidé, sans tenir compte du fait ni que je suis une femme, ni de celui que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Grasse, etc. » Elle quitte Givaudan en 1992 à la faveur d'une négociation de départ. Elle aura signé, entre autres, L'eau du soir chez Sisley en 1990, que nous allons sentir maintenant. Pour finir avec Janine Mongin, en 1988, elle participe à la grande aventure de l'osmothèque. J'avais du temps, me dit-elle. C'est elle qui insistera pour informatiser la liste des parfums présents à l'osmothèque. Elle prendra une part très importante à l'élaboration de la classification, ce qui est très très important. En 1992, elle reprend les cours de Guy Robert à l'ISIPCA. Son credo sera d'apprendre à décrire les odeurs. Son cours sera intitulé « Expression olfactive ». Elle passera en revue avec ses étudiants toutes les familles de la classification. Elle quitte, à regret, l'ISIPCA en 2002 pour des raisons de santé. L'eau du soir de Sisley, Chypre fleurie aldéhydée, dans la lignée de coriandre. Ce parfum fut créé pour Isabelle Dornano et qui fait écho au luxe bourgeois de la marque. Les publicités n'hésitent pas à mettre en scène l'intérieur de la maison des Dornano à Deauville. Ce parfum existe encore. Certaines déclinaisons sont lancées régulièrement. Janine Mongin me disait qu'elle avait lu quelque part « Enfin » son nom comme créateur du parfum. Tout arrive et elle le mérite bien. Sofia Grossman est née en 1945 en Biélorussie. Elle avait 15 ans lorsque sa famille s'installe en Pologne. Elle y fait des études de chimie. Sa famille fut invitée aux États-Unis en 1965 par un Américain d'origine juive que le père de Sofia Grossman avait sauvé pendant l'occupation nazie. Elle entre en 1966 comme assistante parfumeur d'Eli Fox chez IFF. C'est Ernest Shiftan qui l'encourage à devenir parfumeur. On dit aussi que Joséphine Catapano fut son mentor. Elle est désormais vice-présidente d'IFF. Aujourd'hui, Sofia Grossman est considérée comme la virtuose de la rose. On lui doit les opulentes roses de Paris en 1983, les douces roses poudrées de Trésor en 1990, les harmonieuses roses blanches d'Eternity en 1988, raconte poétiquement Michael Edwards. Donc, dans l'ordre, Paris en 1983, Eternity en 1988 et Trésor en 1990. Il y a eu bien sûr Ivresse en 1993, qui est sorti sous le nom de Champagne. Il y a eu les Jaipur chez Boucheron, etc., etc. Elle disait à Michael Edwards « J'adore toutes les fleurs, mais je pense que la rose est la plus appropriée à la parfumerie. Elle est féminine, elle sent le pétale de fleurs et elle a une odeur très jeune. Je ne vois pas les éléments d'un parfum de regard traditionnel
car je n'ai pas suivi les cours de parfumerie. Le premier petit accord que j'ai réalisé était une rose faite avec 4 ingrédients. Cela m'a tellement fascinée que chaque fois que je commence à créer un nouveau parfum, je commence toujours par faire une nouvelle rose. On doit citer aussi les ionones, ces molécules à odeur de violette, et l'isoe super, molécule boisée, comme élément fondateur de la parfumerie de Sophia Grossman. Alors, il était difficile de choisir et je vous propose de sentir Paris d'Yves Saint Laurent en 1983. Chantal Ross était en charge de ce projet. Paris est lancé 6 ans après Opium, dans un registre tout à fait différent. Saint Laurent et toute l'équipe avaient choisi le rose et la rose, symbole universel de féminité. On avertit pourtant Chantal Ross que les parfums de rose n'étaient pas très populaires. En France surtout, on parlait d'échec pour Naema, lancé en 1979, alors que cet accord rose-pêche était seulement en avance sur son temps. Tony Griffith, président d'IFF États-Unis, croyait en ce thème et Bernard Champ se mit à travailler dessus. Mais les essais n'étaient pas très concluants, raconte Michael Edwards. C'est alors que Sophia Grossman, encore jeune parfumeur, présenta des essais. Nous connaissons la suite. Tout le monde a eu le pari ? Nous avons sur le plateau de l'Osmathèque d'autres parfums, bien sûr, de Sophia Grossman, que vous pouvez venir sentir jusqu'à dimanche. Françoise Caron. Françoise Caron est originaire de Grasse. Ses parents étaient représentants en matières premières. Elle débute sa carrière chez Roure, aujourd'hui Givaudan, où elle signe l'eau de Cologne d'Hermès que nous allons évoquer, Ombre Rose, Kenzo Sassambo, Acqua di Gio pour femmes, etc. Elle part ensuite chez Quest, où elle va créer d'autres parfums importants comme le Tumulte pour femmes chez Lacroix, par exemple. Enfin, elle poursuit sa carrière chez Tagazaco à partir de 2007. Je cherche les références. J'ai lu une interview de Françoise Caron sur le site elle.fr et on lui demandait, selon vous, une femme crée-t-elle un parfum différemment qu'un homme ? Et elle va répondre, plus ça va, plus je me rends compte que les femmes et les hommes fonctionnent de manière différente. Nous avons les mêmes bases, car nous recevons le même enseignement. Pourtant, je pense que l'on ne réfléchit pas de la même façon, le cheminement n'est pas le même. Lorsque je crée un parfum, je suis plus instinctive, plus rapide. Un homme va être plus perfectionniste, il va peaufiner son sujet. Mais je ne peux pas généraliser, nous sommes tous différents. Pour Françoise Caron aussi, il faut noter que le 26 janvier 2012, Frédéric Mitterrand a inauguré l'exposition Le ministère se met au parfum et à cette occasion, il a remis les insignes de chevalier des arts et des lettres à 5 maîtres parfumeurs, dont 2 femmes, Françoise Caron et Daniela Andrier, dont nous parlerons. Donc on va sentir... non, on va d'abord sentir celui-ci, pour sentir un peu des parfums actuels. L'eau de Cologne d'Hermès, qui historiquement était est devenue, en 1997, l'eau d'orange verte. C'est quand même un très très grand succès. Et dans une interview à l'Express en 2009,
on demande à Françoise Caron, c'était une interview croisée entre Françoise Caron et Jean-Claude Héléna à l'époque du lancement des 3 colonnes, l'eau d'orange verte, la gentiane blanche et le pamplemousse rose. Et donc, on demande à Françoise Caron de raconter ses souvenirs de la création d'orange verte. Hermès n'avait pas à l'époque de parfumeur à demeure comme Jean-Claude Héléna. Ils ont passé un appel d'offres pour que l'on compose une eau de Cologne qui ne tienne pas. J'ai fait alors une proposition très lisible, très agrume, mais avec un petit effet de menthe froissée qu'il n'avait certainement pas trouvé dans les autres soumissions, et cette note de bourgeon de cassis, cette note fruitée très active. C'était l'un de mes premiers parfums. Quel beau cadeau. Et on lui a demandé, savez-vous que Jean-Claude Héléna était alors sur la même composition et elle n'était pas au courant. Voilà l'histoire et finalement, Jean-Claude Héléna aura fait les colonnes qui suivront. Un autre parfum très important à mon sens. Alors les parfums de Françoise Caron, il y en a beaucoup. Je vais vous les citer, les plus importants, ceux que je préfère. Mais nous sommes obligés, avec bonheur, de sentir Ombre Rose parce qu'il est très très important. Ombre Rose, alors d'abord Jean-Charles Brosseau est d'abord connu pour les chapeaux et les accessoires qu'il décidait pour les marques de haute couture. Il lance, en 1977, il lance un premier parfum, une eau fraîche, qui s'appelait Brosseau. Le jeu de mots était facile. Et c'était Jacques Polge et Martin Gratt chez Dragoco qui l'ont composé. En 1981, il lance Ombre Rose, qui est à contre-courant des parfums post-hippie aux notes pomme ou patchouli, ou alors à contre-courant aussi des notes très ambrées, épicées orientales, des opium, must ou futur poison. Ombre Rose est construit autour d'une base qui s'appelle la concrétolide, laquelle est composée d'un gros paquet de coumarine, cette molécule à odeur d'amande, de musc, cétone et surtout de beurre d'iris. C'est maintenant un classique, même s'il n'a pas eu une carrière commerciale très importante. Dans les laboratoires de parfums, souvent, on cite Ombre Rose comme une référence. Quand on veut nous faire une note poudrée, on nous demande un Ombre Rose. Et si les parfums comme Trésor, comme Classique de Gautier, comme Flower de Kenzo ont pu avoir l'identité qu'ils ont eue, c'est parce qu'on a eu au début des années 80 Ombre Rose qui a ouvert la voie des parfums extrêmement poudrés. Donc, Françoise Caron a créé Un homme de Charles Jourdan en 1979, a créé surtout, mais à l'osmothèque, il est encore un petit peu abîmé, donc nous ne le présentons pas, Septième Sens, le premier parfum de Sonia Rykiel, qui est un chypre magnifique. Il était présenté dans un flacon qui avait la forme d'un encrier avec une ouverture assez grande et un flacon en argent, un bouchon en argent. Et l'ouverture du flacon était vraiment trop loin de l'idée d'un flacon de parfum et cela lui a peut-être un peu desservi. On peut lui associer aussi le B d'Agnès B et surtout le deuxième parfum de Kenzo, Kenzo tout court, qui va devenir Le Monde est beau quelques années plus tard, etc., etc. Elle a fait aussi le magnifique Rose de Cardin que nous avons sur le plateau de l'osmothèque. Autre femme parfumeur que vous connaissez certainement tous, Patricia Nicolaï. Comment résumer une biographie si riche? D'abord, il existe un très joli livre sur l'histoire de sa marque. À ma façon, je vais vous donner les points forts de sa carrière. En prologue, une enfance dans le monde des parfums. Sa grand-mère est une Guerlain. Patricia a été élevée dans l'hôtel de la famille. En 1981, elle est diplômée de l'ISIP et travaille d'abord pour Flora Sainte, puis pour Quest.
En 1988, alors qu'elle et son mari se lancent dans la création de la marque Nicolaï, Patricia obtient le prix du parfumeur, décerné tous les 2 ans par la SFP, qui récompense le meilleur parfum parmi tous les envois de jeunes parfumeurs. C'est pour elle un signe et un encouragement pour le projet du couple. Patricia a raison de se lancer dans la création. N'est-elle pas une des toutes premières femmes à recevoir ce prix? D'ailleurs, je vais vous lire une partie de la lettre qu'elle a écrite pour le bulletin de la SFP en 1990 à l'occasion de la remise de ce prix. Ne manions pas la plume comme les mouillettes. C'est pour moi un exploit que de vous raconter ce que les organisateurs de ce bulletin qualifient d'aventure. Mais je vais essayer d'en retracer brièvement quelques épisodes. En 1981, je sors de l'ISIP, frappant à la porte de différentes maisons pour proposer mes services. C'est tout juste si on ne me demandait pas de répéter avec plus de précision ce que veulent dire ces 4 lettres, tellement l'école n'était pas connue. Sans parler de ceux qui connaissaient vaguement l'existence de cette école et qui la classaient définitivement comme une boîte de filles à papa. On peut en rire maintenant, mais là aussi, quel chemin parcouru par cet établissement. C'est à la suite de stages les plus variés et peut-être d'un certain atavisme que mon choix s'est fait sur l'orientation à suivre. Une seule chose m'intéressait, la création. Deuxième obstacle, vouloir devenir parfumeur pour une femme toute jeune mariée, cela tenait de l'hérésie. Donc on voit encore que le fait d'être une femme n'était pas forcément si neutre que cela, etc. Elle nous raconte son évolution. Il faut retenir que Patricia Nicolaï est une des rares à tout faire dans sa société, la création, la fabrication, le conditionnement et la vente. Et ça se cite. Maintenant, de plus en plus de personnes le font. Alors, je lui ai demandé quel parfum, pour elle, pouvait être le plus emblématique de sa marque. Et elle aime bien pas le number one, le Kiss Me. Qui s'est appelé à l'époque Kiss Me Tender et qui maintenant s'appelle seulement Kiss Me. Oui, c'est celui qui n'a pas d'étiquette. Voilà. C'est un travail sur l'accord héliotrope. L'accord héliotrope est un accord qui existait en parfumerie depuis très longtemps. On travaillait avec 3 matières premières importantes et c'était cet accord à la fois poudré et très doux qui peut parfois évoquer l'amande et le miel. Et elle a travaillé autour de la note dragée, un peu amandée, et surtout autour de l'essence d'ylang. Et elle me disait tout à l'heure qu'il y avait de l'absolu ylang. Donc c'est une matière première qui est un peu moins utilisée. Notons évidemment que Patricia est en charge de la présidence de l'Osmothèque et c'est très important pour nous. En 2008, elle reçoit la Légion d'honneur pour son implication dans la parfumerie. Il faut évoquer aussi Olivia Giacobetti, parfumeur considérés comme les plus doués de cette génération de parfumeurs. Elle a été formée dès l'âge de 17 ans chez Robertet à Grasse et elle fonde sa propre société de composition en 1990. Elle crée beaucoup de parfums pour l'artisan parfumeur, dont le premier figuier, qui est vraiment l'archétype de cette famille. À partir de ce premier figuier en 1994, tout le monde, beaucoup de marques vont travailler cet accord très important. On peut lui donner aussi chez l'artisan le joli cuir qui s'appelle Zing, qui est très intéressant. Il est cuir, il est aussi animal.
on peut lui attribuer aussi Passage d'enfer, Tea for Two, Fou d'absinthe, très important, et bien d'autres. Chez Diptyque, elle a créé en 1996 Philosykos, qui fait écho à Premier Figuier. Et elle a créé en 1999 Iris chez Hermès, qui est un très beau iris, malheureusement un peu fragile. Et chez Frédéric Malle, en Passant, en 2000. L'accord figuier est très très important. Alors j'arrive dans une génération où il y a beaucoup de parfumeurs, donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, loin de là, mais je vais citer celles qui sont importantes au niveau de la visibilité. On va évidemment évoquer Christine Nagel, qui est entrée elle aussi dans la parfumerie par la porte de la chimie. Elle fait des études de chimie à la faculté de sciences à Genève et rejoint le département chromatographique du laboratoire de recherche de Firmenich. Elle découvre les matières premières odorantes et décide de devenir parfumeur. Elle intègre la société Création Aromatique pour créer le département chromatographique. Elle rencontre Michel Almerac et devient son élève. Elle crée enfin ses premiers parfums. En 1997, elle s'installe à Paris pour travailler chez Quest. Elle est lancée et signe de beaux projets comme l'Aude Cartier chez Quest. Quest devient Givaudan. C'est à cette époque qu'elle va créer le Narciso Rodriguez, le Misior Chéri première édition, etc. Elle quitte Givaudan pour un nouveau challenge, devenir directeur de la création de la société Fragrance Ressources, en remplacement de Pierre Bourdon. C'est l'époque, entre autres, du Silolita. En 2011, Mann lui offre le poste de directrice de la création et la responsabilité de son école de parfumeur. Enfin, elle accepte le poste de parfumeur maison chez Hermès, une sorte de recentrage pour celle qui veut surtout être créatrice de parfums. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter un vieux parfum, mais une nouveauté, le premier parfum qu'elle signe chez Hermès, qui s'appelle l'eau de rhubarbe écarlate, qui fait partie toujours des colonnes d'Hermès. Il en reste assez ? Ouais. Ma photo est un peu floue. Donc en 2016, après la première série, donc en 2004, de l'eau d'orange verte, l'eau de pamplemousse rose et l'eau de gentiane blanche, on avait eu d'autres, l'eau de mandarine dorée et l'eau de narcisse bleu. Et bien en 2016, deux nouvelles eaux sont lancées. L'eau de rhubarbe écarlate signée par Christine Nagel et l'eau de Néroli doré signée par Jean-Claude Héléna. C'est un petit peu un passage de flambeau. Est-ce que la photo avec le bouquet de rhubarbe peut montrer un passage de relais comme dans une course? Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors, ensuite, nous allons évoquer d'autres parfumeurs, une nouvelle génération, la génération Isipka, peut-être. Et je ne sais pas si... Oui, si, on a jusqu'à quelle heure? Oui, donc on ne va pas avoir le temps de les sentir. On les sent sur le stand de l'Osmothèque. Je vais juste quand même vous parler d'elle, de Sophie Labbé, qui, elle, intègre l'Isipka en 1985. Après des études de chimie, puisqu'il fallait faire de la chimie pour rentrer dans cette école. Elle rentre en 1992 dans la société IFF, où elle officie encore. En 2005, elle reçoit le prix Coty, récompensant le meilleur artiste parfumeur de l'année. Sophie Labbé a participé à la création des parfums suivants: Organza, Boss Woman, Premier jour, Promesse, Amour pour homme, etc., etc.
Il faut évoquer aussi Annick Ménardeau. Donc j'ai choisi les parfums peut-être les plus commerciaux. C'est grâce à ces parfums qu'elles se sont fait connaître. Et évidemment, on a bien d'autres créations pour Annick. Donc elle a d'abord voulu devenir psychiatre avant de choisir la parfumerie. Elle entre à l'ISIPCA en 1986, promotion Chanel. À la sortie, elle intègre Création aromatique où elle travaille avec Michel Almerac. En 1991, elle rejoint Firmenich où elle est encore. Sa créativité s'exprimera dans de nombreux parfums, en commençant par le Lolita en 1997 et Hypnotique Poison en 1997 aussi. Elle partagera avec Olivier Cresp un Fifi Awards en 2012 pour Cocorico de Gautier. Mais vous voyez, là, j'ai la liste des parfums d'Annick Ménardeau. On en a énormément, donc venez nous voir. Nous pourrons vous en proposer d'autres. Mathilde Laurent, important aussi. Après un DUG de chimie, elle rentre à l'ISIPCA en 92. À l'issue de son stage, elle intègre la maison Guerlain, où elle va rester plusieurs années, jusqu'en 1994 en 2005. Elle va participer à l'élaboration des premiers Aqua Allegoria, qui étaient Pamplune, Herba Fresca, Rosia Magnifica. Elle va signer le Herba Fresca que nous allons sentir. La Panthère. Nous avons sur le stand de l'Osmothèque la Panthère, mais surtout aussi le Panthère de 1987. Nous avons les deux parfums. Elle dit aussi que chez Guerlain, son plus beau travail est, selon elle, l'eau de Chalimard, la première version d'un Chalimard léger. Elle quitte Guerlain en 2005 pour rejoindre Cartier, où elle compose notamment des parfums sur mesure. Alors, Herba Fresca, 1999. Très important. C'est un travail autour de la menthe, autour des notes fraîches de citron. Évidemment, c'est une Cologne. Les Aqua Allegoria sont des eaux fraîches. On voit qu'elle a travaillé la menthe et elle a l'air d'apprécier cette matière première puisque pour le premier masculin qu'elle a créé chez Cartier, qui s'appelle Roadster, c'est un travail sur la menthe également. Évidemment, elle va créer en 2014 le fameux La Panthère, qui est son premier grand parfum chez Cartier. Alors Panthère, évidemment, c'est très important dans l'histoire de la maison. C'était l'animal fétiche d'une Madame Jeanne Toussaint qui était la muse, dirons-nous, de Louis Cartier, créateur des parfums, des bijoux Cartier et qui sera la première à avoir l'idée d'un parfum de joaillier. Mais ça, c'est une autre conférence. Donc, Aqua Allegoria pour Mathilde Laurent. Calice Becker, important. Elle est née en France de parents d'origine russe. Elle fait des études scientifiques qui ne la passionnent pas. Et en 1985, elle intègre l'école Roure, qui est une école interne de parfumerie. Elle devient parfumeur chez Quest, aujourd'hui Givaudan. Elle reste des années à New York, toujours chez Givaudan. Et depuis 2 ans, elle est revenue à Paris. Elle crée, outre le J'adore, évidemment, en 1999, elle va créer Hugo Woman, Beyond Paradise, Cuir de Lancôme et une partie de l'œuvre noire by Kilian. On a le J'adore aussi sur le stand, il est très important. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un des plus grands succès féminins de cette fin de XXe siècle. Daniela Andrier. Je ne connais pas Daniela Andrier, mais je l'ai découvert dans une très belle interview sur le site
Ma Récréation. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Il y a une très très belle interview du mois de mai 2012. Elle est née en Allemagne. Elle perd sa maman à 13 ans et rejoint la France à 15 ans. Et pour elle, les odeurs et plus particulièrement les parfums furent en lien avec les émotions et évidemment les souvenirs. Elle découvre par hasard que le métier de parfumeur existe. Son niveau d'études en chimie ne lui permet pas de se présenter à l'ISIPCA. Elle cherche alors des stages pour apprendre le métier. Par relation, elle rencontre Jacques Polge qui lui permet d'entrer dans cette toujours fameuse école Roure. Au début des années 90, elle travaille avec Édouard Fléchier, dont elle est l'assistante. Elle va créer énormément de parfums à partir de 91, quand Roure et Givaudan fusionnent. On retient surtout pour elle l'infusion d'iris de Prada en 2003. Moi, j'avais choisi dans ma version longue le parfum de la maison Martin Margiela, qui est sur le stand de l'Osmothèque, mais je n'ai pas le temps de vous montrer tout maintenant. Comme Françoise Caron, elle reçoit en 2012 des mains de Frédéric Mitterrand les insignes de chevalier des arts et des lettres. Et comme je vous disais, l'infusion d'iris est peut-être son parfum phare, et comme un peu... il est très important parce que c'était un succès, mais aussi il représente son écriture. Et Daniela Andrié a vraiment une écriture un peu comme Edmond Rouniska avec son Diorella, Le Paris de Sofia Grossman ou Le Jour de Jean-Claude Héléna sont des parfums qui sont l'aboutissement d'une écriture. Voilà, et celui-là, vous pouvez venir le sentir. Alors, pardon à toutes celles que je n'ai pas évoquées. Isabelle Doyen, fidèle à Annick et Camille Goutal, ma professeure d'olfaction à l'ISIPCA. La découverte des matières premières pendant son cours d'olfaction fut une introspection merveilleuse. Je la revois sereine, guettant notre surprise qui ne manquait pas d'arriver. À celles que je connais moins, les Dorothée Piot, les Nathalie Lorson, les Émilie Bévière, aux plus jeunes que j'ai croisées, encore jeune élève à une époque de ma vie où j'enseignais à l'ISIPCA, les Julie Massé, Mathilde Bijaoui ou Alexandra Monet, à toutes celles qui se sont lancées, comme Karine qui me fait la joie d'être là ce soir. Toutes celles auront évidemment leur chance et leur tour viendra. L'accès à notre métier se fait désormais par la formation. L'ISIPCA, depuis la fin des années 70, les filières universitaires comme Le Havre ou Montpellier, la toute jeune ESP, École supérieure du parfum, créée il y a 5 ans à Paris, sont autant de formations qui ouvrent leurs portes aux plus ambitieux, plus passionnés, plus courageux, qu'ils soient jeunes hommes ou jeunes femmes. C'est cela l'avenir, que la femme soit un parfumeur comme un autre. Et avant de finir, je voudrais quand même évoquer un homme important, ou plutôt un couple, ou plutôt une femme. Il s'agit de Edmond et Thérèse Roudniska. Quand j'ai évoqué l'idée d'une conférence sur les femmes parfumeurs, beaucoup m'ont parlé de Thérèse Roudniska, parce qu'elle a partagé la vie de Edmond Roudniska, et par sa passion, son talent, elle a énormément aidé Edmond Roudniska, et parfois même nous sommes tentés de lui attribuer certaines de ses créations, et plus particulièrement le moustache que nous allons sentir. Jean-Claude Héléna nous dit que c'est Thérèse Roudniska qui l'a créé. Peu importe, c'est l'histoire d'un couple et c'est très important de les évoquer. Rapidement, Thérèse Roudniska fait ses études à l'École supérieure de chimie à Paris, dont elle sort en 1941, et elle entre chez Edeler en 1942. La société Edeler, hein, c'est un petit peu la boucle qui se boucle, donc qui développe des matières premières. Elle y rencontre Edmond Roudniska, alors tout jeune parfumeur, et qui devient peu à peu compositeur de parfums. Il lui offre sa première composition, It's You,
qu'il a composé pour Elisabeth Arden. Ensemble, ils font de longues promenades à bicyclette et dans les forêts pour y cueillir du muguet. Elle deviendra par la suite son assistante, puis sa compagne, puis finalement fonder ensemble la société Art et Parfum en 1946. Elle ne cessera alors de l'épauler et de participer activement au développement de cette société en s'occupant des fabrications et de leur gestion. Et donc, nous sentons le fameux moustache. Il faut dire qu'après la disparition d'Edmond Rouniska en 1996, elle continue de gérer la société familiale aux côtés de son fils Michel, tout en ayant ajouté d'autres responsabilités au sein d'organismes professionnels comme Prodarome à Grasse ou comme présidente de la Fondation Edmond Rouniska ou de l'ARMIP, l'association pour le rayonnement du musée de la parfumerie de Grasse. Thérèse Rouniska est décédée le 29 février 2004 à l'âge de 85 ans. Et donc, Moustache, 5 ans après Femme, c'est le premier parfum masculin assorti d'une ligne complète. C'est une nouveauté. Et pour moi, cette idée de couple dans la création et la référence d'un attribut purement masculin me plaît bien pour finir cette conférence. Je vous remercie de votre attention.